Bonjour, bienvenue sur France 24 dans cette émission spéciale Louis Pasteur, ce scientifique du 19e siècle dont les découvertes ont fait faire un bond à la science et à la médecine. C'est lui notamment qui a inventé le vaccin contre la rage. Le Palais de la Découverte lui consacre une grande exposition ici à Paris et vous allez voir sa notoriété à travers le temps. Louis Pasteur, pour moi, c'est celui qui a découvert le vaccin contre la rage. L'initiateur de la biologie moderne, de la vaccinologie. C'est un chercheur qui a travaillé sur la pasteurisation, qui a fait des recherches sur le vin et qui était malgré tout un homme austère. Louis Pasteur, c'est l'un des scientifiques français les plus connus au monde. Mais qui est l'homme derrière le mythe? Florence Gaillard et Aurore Dupuis ont enquêté. Dans le bâtiment historique de l'Institut Pasteur à Paris, l'appartement où le scientifique a passé les 7 dernières années de sa vie avec son épouse. Nous entrons ici dans le grand salon avec un certain nombre de portraits de famille faits notamment par Edelfelt. Et vous avez ici en particulier le piano de famille. Des objets et des souvenirs laissés intacts depuis le départ du couple. Ils témoignent de la vie sociale et surtout intime de Louis Pasteur. Pasteur va passer 2 bacs et notamment un bac scientifique où il va avoir une mention médiocre en chimie. Il aime particulièrement dessiner, peindre et ses pastels, il en a fait une quarantaine. Le premier, c'est celui de sa maman, qui est d'ailleurs ici et qui est toujours resté dans la chambre de Louis Pasteur. Et le dernier pastel qu'il a fait, c'est celui de son papa. Il a à peu près 19 ans. Des parents qui lui transmettent le goût de l'effort et du travail. Pasteur né en 1822 à Dole dans le Jura. Son père, ancien grognard de Napoléon, est tanneur dans le quartier des artisans. Sa mère s'occupe de leurs 4 enfants et dans cette maison, devenue musée, Louis leur rend un vibrant hommage 60 ans plus tard. Ô mon père et ma mère, vous qui avez si modestement vécu dans cette maison, c'est à vous que je dois tout. Car Pasteur connaît la gloire de son vivant. Passionné par les cours de chimie de l'École normale supérieure, le jeune boursier entreprend de résoudre les questions laissées par ses prédécesseurs. Cristaux, fermentation, microbes, vaccination, chaque découverte mène à une nouvelle enquête. À ses côtés, Marie Laurent, fille du recteur de l'Académie de Strasbourg. Elle devient son épouse, sa secrétaire, la mère de leurs 5 enfants, et ensemble, ils construisent la légende Pasteur. Légende qui passe tous ses étés dans le Jura en famille. À Arbois, où il a grandi, Louis fait même installer un laboratoire. Pasteur était un homme travailleur. Il disait « Le travail, il n'y a que cela qui amuse ». Dans son testament, Pasteur dit vouloir être enterré ici, dans le cimetière d'Arbois, avec ses parents et ses 3 filles mortes en bas âge. Mais après des obsèques nationales, la famille décide de transférer le corps dans l'institut qui porte son nom. Ce qui reste de Pasteur aujourd'hui, je dirais peut-être ce service à l'humanité souffrante, l'universalisme de la science, et puis un héritage qui reste aujourd'hui très prégnant et porté par l'ensemble de la communauté pasteurienne. Chaque année, les pasteuriens observent une minute de silence dans cette crypte auprès du grand homme et se rappellent qu'ils ont pour mission de poursuivre son œuvre. Aujourd'hui, le génie scientifique de Louis Pasteur continue à fasciner bien au-delà de nos frontières. Astrid Aron, bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire de cette exposition qui se tient au Palais de la Découverte, Louis Pasteur, l'expérimentateur. De Louis Pasteur, on retient d'abord que c'est lui qui a compris le premier l'importance des microbes dans notre société, dans notre vie.
Oui, alors c'est vrai que Pasteur, c'est le grand montreur de microbes. On connaissait leur existence, on savait qu'il y avait tous ces petits organismes tout autour de nous, mais on se disait qu'ils étaient vraiment trop petits pour avoir une importance notable. Et quand il a étudié les fermentations, on savait fermenter, faire du vin depuis des millénaires, mais on ne savait pas comment ça fonctionnait, et il a découvert que ce sont les micro-organismes qui transforment le sucre en alcool. Et que chaque micro-organisme a une fonction particulière. Il y a ceux qui vont faire de l'alcool, mais il y a ceux qui vont faire du vinaigre. Et ils sont tout à fait différents. Et ça a été une découverte majeure qui va ensuite également avoir des conséquences sur les maladies, sur la compréhension de la transmission des maladies. Alors à propos de maladies, justement, il y en a une à l'époque qui terrifiait, c'est la rage. Elle tuait de manière spectaculaire. Et Louis Pasteur a découvert le vaccin contre la rage. Comment est-ce qu'il avait procédé ? La particularité de cette maladie, c'est qu'on l'attrape quand on est mordu par un animal enragé. Et entre le moment où on a été mordu et le moment où on déclare la maladie, il peut se passer plusieurs semaines en général, voire plusieurs mois. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir vacciner. Et donc Pasteur met au point son vaccin, il cultive en fait le virus sur des lapins. Et c'est vrai qu'il n'est pas encore tout à fait prêt de passer à l'expérimentation humaine quand on lui amène un petit Alsacien qui a été mordu par un chien qu'on pense enragé. Et là, il y a vraiment un choix qui se pose à lui. Est-ce qu'il va vacciner? Est-ce qu'il ne va pas vacciner? Il décide de le faire. Tout le monde n'est pas tout à fait d'accord dans son équipe. Il se trouve que ça a fonctionné. Mais ça ne suffit pas à prouver l'efficacité d'un vaccin, un seul cas. Par contre, par la suite, la nouvelle est très connue. Donc les gens affluent de partout en France, puis du monde entier. Et là, au bout d'environ 350 cas, on se rend compte que ça fonctionne. Pasteur, il a laissé son nom à un processus qu'on utilise encore aujourd'hui, c'est la pasteurisation. Comment ça marche exactement? C'est quoi le principe? Alors, le principe, c'est qu'il y a un gros problème dans la conservation des vins. Quand on les conserve dans les bouteilles quelque temps, à l'époque, il y a toute une partie de la production qui devient imbuvable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le vin ne se conserve pas bien? C'est parce qu'il y a des microbes parasites à l'intérieur du vin qui font évoluer le vin. Il va comprendre à quelle température on peut chauffer pour tuer tous les micro-organismes présents, mais en même temps, pas dénaturer la saveur et les arômes du vin. Et donc, il invente le procédé qui va être appelé par la suite pasteurisation, de chauffage du vin. Et ce sera que bien plus tard qu'il sera appliqué au lait. Et c'est pas Pasteur qui en a eu l'idée. Alors ça, c'est ses succès, mais Louis Pasteur a quand même fait des erreurs qu'on a moins retenues. Quelles sont-elles? Alors par exemple, il y a une sorte d'erreur de jeunesse erreur, en tout cas d'échec, puisqu'il n'a pas connu que des réussites. Il est chimiste à cette époque et il a l'impression qu'il a découvert la frontière entre l'inerte et le vivant, que certaines molécules ne peuvent être fabriquées que par le vivant. Donc il aurait pu s'arrêter là, mais il a l'idée un petit peu folle d'essayer de faire artificiellement ces molécules qui ne sont faites que par le vivant. Donc en fait, c'est une idée un peu à la Frankenstein, vous savez, comme de recréer la vie. Il s'achète des appareils, il n'a pas beaucoup d'argent à l'époque, il s'achète des appareils coûteux. Et bien sûr, ça ne va jamais fonctionner. Mais on a là quelque chose d'un petit peu fou. Et d'ailleurs, il l'avoue lui-même dans ses lettres. Mon projet est un peu fou. Tout ne réussit pas à Pasteur. C'est bon de se le rappeler. Ça peut-être donne le moral à certains chercheurs. Alors justement, à propos de choses concrètes, on raconte une anecdote. C'est que Louis Pasteur ne serrait pas les mains. C'est vrai? Alors oui, c'est ce qu'on raconte, j'y étais pas, mais effectivement, tout imbibé de cette idée que les micro-organismes transmettent les maladies, c'est une idée nouvelle, c'est une révolution pour l'époque. Nous, on le sait aujourd'hui qu'il faut se laver les mains après avoir pris le métro, surtout en période d'épidémie, mais à l'époque, c'était pas connu. Et quand il a eu cette révélation, il s'est mis à craindre les microbes. On sait aujourd'hui qu'ils nous apportent aussi beaucoup. Et notamment, il évitait de serrer la main des gens, il lavait son pain, il frottait son pain avant de manger. Il avait des craintes pour sa santé. On va s'intéresser à présent au legs de Pasteur et à cet institut qu'il a fondé il y a 130 ans. L'Institut Pasteur a permis de combattre de nombreuses maladies infectieuses comme le tétanos, la tuberculose, la fièvre jaune ou la grippe. C'est aussi là qu'on a découvert le virus du sida dans les années 80. C'est un nom connu dans le monde entier. Un lieu où a été découvert le virus du sida.
où sont nés les vaccins contre la fièvre jaune et la tuberculose. Bienvenue dans les coulisses de l'Institut Pasteur. Un long couloir et au bout, ce laboratoire de haute sécurité. Ici sont stockés des candidats vaccins, de futurs vaccins peut-être contre Ebola ou Zika, encore en phase de test ou d'étude. Il y en a combien de stocks de Zika? Il y a de quoi vacciner 1000 fois 1000, 1 million de personnes avec un tube comme ça. On peut vacciner. Leurs recherches, Frédéric Tanger et ses équipes les mènent avec les outils de la génétique. Ils interviennent au cœur même de leur génome pour les modifier, mais le principe de la vaccination, lui, est resté le même depuis Louis Pasteur et son vaccin contre la rage. Un vaccin, c'est toujours utiliser des microbes, des virus ou des bactéries qu'on atténue, qu'on inactive, et pour induire une réponse immunitaire. Aujourd'hui, on va plus vite parce que ce n'est pas fait de manière empirique. On sait ce qu'on a dans le tube, on a cloné ce qu'on a dans le tube, mais l'idée, le principe reste le même. Sur le campus, 130 unités de recherche, 1500 scientifiques et des mécaniciens. Leur rôle, créer des outils pour les chercheurs qui n'existent nulle part ailleurs. Comme ce tube à capturer les moustiques. On aspire le moustique, qui est dehors, n'importe où. On aspire dessus, donc le moustique rentre, il est stoppé par le filtre. En général, ils mettent un bouchon, pas le doigt, parce que ça peut être dangereux. Et ensuite, le moustique qui est capturé, ils le mettent dans une boîte de culture pour le transporter dans le laboratoire. Alban Imbert, c'est la version high-tech. Cette ancienne designer industrielle travaille en 3D pour concevoir et imprimer des pièces. Celle-ci reproduit la surface d'une partie du tube digestif. On peut reproduire plusieurs fois le même objet et donc refaire plusieurs essais en cultivant les cellules sur autant de surface qu'on peut en imprimer sans avoir besoin de reprendre des cellules du vivant. Le vivant, impossible pourtant de s'en passer totalement. Dans ces aquariums, 15 000 poissons zébrés originaires d'Inde. Nos cousins pas si lointains, nous partageons avec eux une grande partie de notre patrimoine génétique. Et c'est pour cela qu'ils sont élevés et étudiés dans ce laboratoire. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Restez avec nous sur France 24.